Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire qui a fait parler d'elle il n'y a pas très longtemps, même si elle n'est plus d'actualité aujourd'hui, puisqu'elle date en fait de 2004. Pour en savoir plus sur le vampire de Nanterre, on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti! Le 6 mai dernier, nous avons pu voir dans les journaux que le vampire de Nanterre s'était échappé de son hôpital psychiatrique. Le vampire de Nanterre, ça ne vous parle peut-être pas, mais moi, si j'en ai entendu parler et si particulièrement je me suis sentie concernée, c'est parce que moi-même j'habite Nanterre. Et du coup, ça m'avait un petit peu fait peur quand j'ai découvert qui était le vampire de Nanterre. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui qui est cette personne, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il a été interné. Nous allons alors découvrir les faits qui se sont déroulés en 2004. Donc, c'est dans la nuit du 3 au 4 octobre 2004 que se sont déroulés les faits. En fait, nous avons deux personnes, Aïssa et Karim, qui ont 20 ans, qui, dans les environs 2 heures du matin, se baladaient, voire rentraient chez eux, du côté de la gare RER de Nanterre Université. Quand tout d'un coup, ils ont été interpellés par des bruits. Ils ont été témoins de l'agression de Rémi. Rémi, un autre jeune homme de 20 ans. Il était agressé par un grand homme noir qui était habillé d'un grand impair qui lui donnait une allure imposante, surtout en vue de sa grande taille. Il était armé d'un couteau et ils ont bien remarqué qu'il était en train de menacer Rémi avec ce couteau. C'est alors que Rémi, les apercevant, leur a demandé de l'aide, a crié au secours. Ils sont intervenus, ils ont essayé de frapper son agresseur, mais en vain. Malgré leur intervention, Rémi s'est fait poignarder à 2 reprises au niveau de la bouche, mais aussi au niveau de la tempe, ce qui l'a tué. Pour essayer malgré tout de faire partir l'agresseur, les deux témoins ont arraché le téléphone d'une cabine téléphonique pour l'utiliser pour frapper l'agresseur. Mais celui-ci, bien que blessé, a fini par s'enfuir et quitter la scène de crime. C'est à ce moment-là que la police va être contactée. Les témoins vont expliquer la scène horrible auquel ils ont assisté et notamment un petit détail qui va donner son nom à notre agresseur. Ce détail, c'est qu'il l'aurait vu accroupi au sol en train de sucer le sang de sa victime. C'est pour ça qu'après ce témoignage, on a nommé cet homme le vampire de Nanterre. Mais qui est donc cet homme? Il a été interpellé quelques jours après chez lui, car il n'y avait qu'à suivre les traces de sang finalement. Il a été très facile à retrouver et en plus les témoignages faisaient qu'il a été vite identifié. Cet homme, en fait, on l'appelait l'Américain. Ce n'était pas son nom, bien entendu, son nom étant Jean-Pierre Richard. Et on l'appelait l'Américain parce qu'il venait des États-Unis et qu'il parlait l'anglais. Il n'était en France que depuis peu. Et cet Américain est devenu le vampire de Nanterre. Une fois qu'il a été interpellé, il a été tout d'abord amené à l'hôpital carcéral puisqu'il était lui-même blessé.
il a été malgré tout interrogé pour savoir quel était son point de vue, pour pouvoir savoir quels étaient les motifs de cette agression et comprendre enfin ce qui s'était passé. Mais il y a eu plusieurs problèmes pour pouvoir interroger Jean-Pierre Richard. En effet, il y a d'abord le fait qu'il était blessé, donc il n'était pas forcément apte physiquement à répondre convenablement aux questions. De plus, comme je vous l'ai dit précédemment, il était en France depuis peu, donc il ne maîtrisait pas du tout cette langue, qui est le français. Et enfin, il y avait un autre problème. En fait, il s'est avéré que Jean-Pierre était schizophrène, d'où l'incohérence de ses réponses. Les réponses qu'il donnait aux inspecteurs n'étaient pas très claires et ne semblaient pas du tout correspondre à ce qu'on lui demandait. Et au fur et à mesure de l'interrogatoire, ce qu'il en sortait, c'est qu'il se considérait lui-même comme étant une victime. Et c'est ce petit élément qui va nous emmener à son état mental. Effectivement, le fait qu'il soit schizophrène est à l'origine totale de son agression. On ne saura jamais réellement pourquoi il a agressé Rémi, pourquoi il s'est décidé à s'en prendre à ce garçon qu'il ne connaît pas et qu'il a rencontré par hasard en pleine nuit. Quelle est la logique qui a déclenché chez lui ce besoin de tuer cette personne? Ça, c'est quelque chose que seul lui peut comprendre car c'est sa logique qui l'amène de trouver une explication cohérente selon ses propres codes personnels. Car effectivement, la schizophrénie est un phénomène psychologique très particulier qui fait que les personnes qui sont atteintes de cette maladie, car oui, c'est une maladie mentale, ont une façon de penser particulière qui nous paraît, nous, personnes extérieures, très incohérente. Et nous allons voir ce phénomène plus tard. Mais nous allons pour l'instant retourner sur cette affaire et continuer. Nous sommes là donc avec le pauvre Rémi qui a succombé à ses blessures, des témoins traumatisés et un coupable incohérent. C'est pour ça que le procès s'annonce très compliqué. En fait, il n'y aura même pas de procès. Comme il est irresponsable juridiquement parlant, il ne peut pas faire face à un juge et il ne peut pas y avoir de procès. Ce qui signifie qu'il va être interné dans un hôpital psychiatrique. Mais cette décision juridique a été ressentie par la famille de la victime comme un affront. Effectivement, il est difficile de faire son deuil quand une mort aussi violente intervient et que la justice ne fait rien, aux yeux de la famille de la victime bien entendu. C'est un cas assez courant, effectivement, quand une personne est reconnue irresponsable de ses actes, il n'y a pas de procès, donc on ne peut pas concrètement, même si on sait ce qui s'est passé, dire cette personne est coupable. Elle l'est, mais pas face à la justice. Donc la famille va faire appel. Et effectivement, elle a pu faire appel en 2008. Et comment ça a pu se produire? C'est grâce à la nouvelle loi de rétention de sûreté qui date du 7 février 2008. Effectivement, cela a permis de faire voir le jour à ce procès qui ne devait pas avoir lieu. En fait, cette loi permet de reconnaître juridiquement une personne coupable, même si celle-ci a été reconnue irresponsable de ses actes. En fait, en clair, bien que Jean-Pierre Richard n'a pas pu être reconnu coupable face à une cour d'assises, le fait qu'il soit responsable du meurtre de Rémi Masson est reconnu par la justice. Et ça paraît très peu, mais en fait, pour la famille, c'est très important. Ça permet d'avancer et ça permet d'alléger la frustration d'avoir cette idée que justice n'a pas été faite. Suite à cette décision, qui a été rendue le 30 mai 2008, a permis à la famille d'avancer. Mais pour Jean-Pierre Richard, ça n'a rien changé. Il a toujours été interné dans un hôpital psychiatrique. Mais comme je vous l'ai dit au début, en 2021, plus précisément le 6 mai, il s'est échappé de cet hôpital psychiatrique. Il est resté en cavale pendant plusieurs jours. On a retrouvé
Ça trace le 11 mai, donc très peu de jours après, dans un hôtel en plein Paris. Cette histoire a fait beaucoup de bruit puisque cet homme est dangereux puisqu'il a déjà tué, qu'il a un trouble mental important et que on peut prévoir ses actions. Mais tout est rentré dans l'ordre puisqu'il est retourné en hôpital psychiatrique. Maintenant qu'on a vu cette affaire, qu'on sait ce qui s'est passé, on sait qui est le vampire de Nanterre, nous allons découvrir à travers le profil de Jean-Pierre Richard qu'est-ce que la schizophrénie. Je tiens tout d'abord à préciser que la schizophrénie n'est pas une maladie qui pousse à devenir un tueur, bien entendu. Le fait d'en venir à tuer quelqu'un est un cas assez exceptionnel comparé à toutes les personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Il ne faut surtout pas faire l'amalgame, comme la plupart du temps, les maladies mentales ne sont pas synonymes de criminalité. La plupart du temps, les personnes atteintes de troubles mentaux sont elles-mêmes des victimes, parce que rejetées souvent par la société, difficiles à être comprises et difficiles à s'intégrer. Donc, c'est plutôt le contraire qui arrive le plus souvent. Mais nous allons voir ensemble comment Jean-Pierre Richard en est arrivé à tuer une personne innocente. Alors déjà, ce que l'on sait sur la vie de Jean-Pierre Richard, ça reste limité à ses relations familiales actuelles. En fait, nous ne savons pas grand-chose sur son passé. Ce que l'on sait, c'est qu'il est né en Angleterre, à Westminster, et que ensuite ses parents ont déménagé aux États-Unis, qu'il est allé aux États-Unis avec eux, mais qu'ensuite ils l'ont envoyé en France pour être étudiant à l'université de Nanterre. Ils lui ont même trouvé un logement universitaire, un logement étudiant dans les environs de la fac, comme la plupart des étudiants le sont habituellement. Donc là, on peut se dire qu'il n'y a rien d'anormal. Il y a beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger pour leurs études. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Cependant, ce qu'on comprend en allant un peu plus loin, c'est que ses parents ne se sont pas énormément préoccupés de son état mental. C'est-à-dire qu'ils l'ont envoyé à l'étranger, ils savaient a priori qu'il était schizophrène, puisqu'il avait a priori déjà cet état mental en arrivant en France. Donc il devait être au courant. Il n'avait comme seul contact d'ailleurs en France une tante qui a priori n'a que très peu vu et contacté. Ses parents lui envoyaient régulièrement de l'argent pour qu'il puisse payer à la fois son loyer, ses études et sa vie quotidienne. Mais ils n'avaient pas l'air de prendre beaucoup de nouvelles. D'ailleurs, lorsqu'ils ont été mis au courant que leur fils avait tué une autre personne, ils ne se sont même pas déplacés en France. Ils ont expliqué que la femme était trop fragile psychologiquement pour venir en France voir son fils hospitalisé dans l'hôpital psychiatrique. On voit déjà qu'il y a une certaine distance entre les parents et l'enfant lorsque les parents ne viennent pas dans une situation aussi grave voir leur fils. Au moment des faits, il n'avait que 23 ans, ça peut paraître adulte, mais à 23 ans, on est encore assez jeune. On a encore besoin de ses parents, et là on peut voir qu'il a été plus ou moins lâché dans la nature. Il ne maîtrisait pas la langue, donc il n'avait pas beaucoup la possibilité de rechercher de l'aide. Et surtout qu'avec avec cette maladie mentale qui est la schizophrénie, cela demande normalement une médication lourde qui a priori il n'avait pas à prendre, ou qu'il ne prenait pas, en tout cas si elle lui était prescrite.
ça veut dire qu'il y a quand même un gros manque de suivi de la part de sa propre famille. Il a été certainement mis de côté car sa maladie semblait ingérable de la part de sa famille. C'est ce qu'on peut comprendre en tout cas. On ne peut pas juger, nous ne connaissons pas ces personnes, mais c'est ce que nous avons comme élément qui peut nous donner cette impression en tout cas. En ce qui concerne la schizophrénie, nous allons voir ensemble les différents points qui déterminent la schizophrénie en général et nous allons la comparer par rapport au comportement de Jean-Pierre Richard. Alors la schizophrénie est une maladie qui peut se reconnaître sur 5 points. Comme on a pu voir dans les premières vidéos, souvent quand vous avez un profil psychologique, vous avez plusieurs points à avoir pour pouvoir vous assimiler à ce profil, ou plutôt à ce trouble de la personnalité. Ici, ce n'est pas un trouble de la personnalité, c'est une autre maladie mentale qui est la schizophrénie. Et il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de points, puisqu'il suffit d'en avoir un seul de ces caractéristiques, parce que ce sont des caractéristiques très fortes. Et nous allons voir ensemble quelles sont ces caractéristiques et voir si elles concernent Jean-Pierre Richard. Alors il y a d'abord ce qu'on appelle les idées délirantes. Alors qu'est-ce que les idées délirantes de persécution? C'est lorsque l'on se croit agressé, harcelé par un individu, voire une organisation ou complètement un groupe. Alors on peut voir ici que c'est exactement le cas de Jean-Pierre Richard qui, lorsqu'il a expliqué à la police ce qui s'était passé de son point de vue, il s'est présenté comme une victime. On peut donc s'imaginer qu'il a vu Rémy Masson comme une personne qui lui en voulait du mal. Forcément, c'est une chose qui dans la réalité n'était pas vraie, mais de son point de vue, de son incohérence personnelle due à sa maladie mentale, il s'est senti agressé, persécuté par sa victime. Ensuite, il y a aussi les hallucinations. Alors le plus souvent, les hallucinations chez les schizophrènes, elle est auditive, ce qu'on appelle entendre des voix. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, il ne faut pas faire l'amalgame avec les personnalités multiples, ce ne sont pas plusieurs personnalités qu'il a en lui, dans sa tête, ce sont des voix. Ça peut être des voix familières de personnes qu'il connaît, qui ont l'impression d'entendre et qui lui disent des choses, qui lui racontent des choses, donc il peut identifier cette voix à une personne, mais ça peut être aussi des voix qui sont totalement étrangères à son entourage. Donc, ce sont des voix très perceptibles, qui sont très claires pour la personne schizophrène. Ça peut paraître incroyable, mais c'est vraiment le cas. Ce ne sont pas juste des petits bruits ou une imagination de point de vue de la personne malade. C'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose qu'il entend très clairement. Et du coup, comme les personnes extérieures ne peuvent pas l'entendre, il y a déjà une distance qui se met, une incohérence qui se met, qui s'installe, puisque il y a un décalage entre ce que la personne entend et ce que les autres n'entendent pas, du coup. Et dans notre affaire actuelle, nous pouvons imaginer qu'il a entendu une voix qui lui a soufflé l'idée que Rémy Masson lui voulait du mal et qu'il fallait qu'il se défende, qu'il fallait qu'il le tue avant que Rémy ne s'en prenne à lui. Ce qui expliquerait pourquoi il l'a agressé, alors que de l'extérieur, cela est perçu comme une agression gratuite. Et c'est pour ça qu'il n'a pas su expliquer et que de l'autre côté, la police n'a pu comprendre quels étaient les mobiles de ce meurtre. Et aussi, on peut aussi ajouter le fait que, effectivement, les témoins auraient vu Jean-Pierre Richard boire le sang de sa victime qui était au sol,
On ne sait pas si c'est vrai puisque ils ne sont pas forcément, le témoignage n'était pas très clair et que entre ce qui a été perçu et ce qui a été et l'action qui a été faite, on ne peut pas savoir réellement ce qui s'est passé, mais on peut imaginer que la voix a justifié aussi cette action de boire ce sang. Mais pareil, mais par contre, ça c'est un peu plus abstrait, on ne peut vraiment pas le savoir, mais ça pourrait expliquer cet acte en tout cas. Il y a aussi les pensées désorganisées. Souvent, ces pensées désorganisées, on les perçoit d'après le discours. Et ici, le discours de Jean-Pierre Richard, on l'a bien vu avec son interrogatoire, il était complètement incohérent. Déjà, il a considéré que c'était une victime, et puis personne n'a su encore aujourd'hui quel était le déclencheur qui a poussé Jean-Pierre Richard à agresser Rémy Masson. Donc ça prouve qu'il n'a pas su l'expliquer. Il n'a pas su en tout cas le faire comprendre, car son discours, du point de vue extérieur, donc des policiers, paraissait incohérent. Pour lui, c'était quelque chose de cohérent, il s'exprimait clairement, mais ce qu'il en est ressorti de son discours et ce qu'ont perçu les policiers était complètement incompréhensible. Il y a les comportements moteurs anormaux ou grossièrement désorganisés. Ça se traduit par un comportement qui peut paraître complètement puéril, qui peut aller jusqu'à une agitation complètement imprévisible. Ce comportement qui est en fait quelque chose qui ne peut pas être contrôlé par la personne malade se transforme en un handicap dans la vie quotidienne, c'est parce que ce comportement empêche de faire certaines actions qui permettent de vivre au quotidien. Le comportement catatonique peut s'illustrer par une réactivité à l'environnement très diminuée. C'est du négativisme, c'est-à-dire qu'il y a une forte résistance aux instructions. C'est aussi du mutisme ou stupeur, qui est en fait un maintien d'une position rigide, inappropriée, voire bizarre, additionnée à l'absence totale de réponse verbale. Enfin, l'agitation catatonique, qui est en fait une activité motrice qui n'a pas de but, mais qui reste excessive malgré tout. Et en fait, il n'y a par contre aucune cause évidente de cette agitation. Il y a aussi d'autres caractéristiques avec des mouvements plus stéréotypés que nous connaissons tous, comme la fixation du regard, les grimacements, le mutisme et aussi ce qu'on appelle l'écholalie, c'est-à-dire la répétition continue d'un même mot ou d'une même phrase. Il faut comprendre que ce ne sont pas des événements qui sont réellement contrôlés par la personne malade et qu'elles ne sont pas concrètement faites pour interagir avec l'extérieur forcément. C'est aussi pour ça que ça impressionne, parce qu'on se retrouve souvent hors contexte quand on est face à ce genre de comportement que nous ne comprenons pas. Ici, ça a pu être le cas quand Jean-Pierre Richard a interpellé Rémy. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais quand il a interpellé Rémy Masson, peut-être qu'à ce moment-là, il avait une gestuelle qui a interpellé Rémy et qui l'a mis mal à l'aise et qu'il l'a ressenti lui-même comme une agression, ce qui a pu introduire l'altercation qui a suivi et qui a mené malheureusement Rémy Masson à sa propre mort. Et enfin, il y a aussi ce qu'on appelle le symptôme négatif. Alors, le symptôme négatif se traduit aussi par plusieurs éléments de comportement. Vous avez la diminution de l'expression émotionnelle, et ça, on peut aussi le remarquer par rapport à Jean-Pierre Richard qui, en fait, selon le témoignage des premiers inspecteurs qui l'ont interpellé, qui ont dit très exactement: c'est un véritable spécimen détaché et froid, impressionnant. En fait,
ce qui peut être traduit, ce qui peut être perçu ici par les policiers, par quelqu'un qui ne ressent rien et qui peut être apparenté à un psychopathe, comme ça a été cité dans certains journaux, ce qui est faux, hein, puisqu'on sait qu'il est schizophrène, mais cette froideur est en fait liée à sa maladie, comme on a pu le voir, c'est une diminution de l'expression émotionnelle. C'est un des effets de cette maladie. Et du coup, ce qui peut être perçu par un manque d'empathie est en fait la sociabilité. Bon, ça parle un peu à tout le monde. Le manque d'intérêt à avoir des interactions sociales, ça parle de soi. Ça parle de lui-même. Le problème ici, c'est que le fait que les parents ont mis à l'écart leur propre fils schizophrène, en fait, ils ont un peu malheureusement permis ce meurtre d'arriver. C'est pas une accusation, puisque on peut comprendre qu'il est très difficile de suivre un enfant schizophrène, surtout qui a l'âge adulte. Il avait 23 ans, ce n'était pas un adolescent. Mais le problème, c'est que la difficulté de la tâche, mêlée au fait que la mère ayant un problème de dépression, a priori, ce qui a été donné comme argument pour excuser l'absence des parents, c'était la dépression de la maman. Mais en fait, le manque d'encadrement familial ou même extérieur, c'est un peu ce qui a malheureusement permis cette journée fatidique qui a pris la vie de Rémi Masson. Donc, la marginalisation est une chose qui peut parfois être plus dangereuse qu'on ne le pense. Mettre à l'écart les gens, ça, pour des maladies mentales, ça peut avoir des conséquences graves. C'est ce que nous venons de voir avec le cas du vampire de Nanterre. Après, comme je le précise, je ne jette pas la pierre aux parents parce que c'est quelque chose de complexe. Mais ce n'était pas forcément la chose à faire que d'ignorer le problème. Et c'est sur cette triste affaire que nous allons nous quitter pour cette semaine. J'espère que vous allez quand même bien dormir ce soir et que vous ne ferez pas trop de cauchemars. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Nous allons peut-être voir un autre sujet qui concerne une série télé qui m'affectionne particulièrement. On se revoit à la prochaine. Sur ce, ciao!